comment on fait quand on a des assassins sans morale qui ont aucun remords. Dans le film, ils tuent essentiellement des mutants et ainsi de suite, on voit ça, mais on comprend dans l'introduction, tout est dit assez frontalement, que ce sont des assassins. C'est des personnages en fait qui doivent faire peur, mais qui doivent être cool en même temps. Or, dans le film, il y a vraiment un problème entre leur nature, qui est présenté au début du film, mais qu'on ne voit pas dans le film, c'est ça qui est paradoxal. C'est des assassins, ils tuent des gens, et à un moment on voit qu'ils leur croquer la gorge de quelqu'un, bon il n'y a pas de sang et tout ça, c'est un film qui veut rester grand public. Je crois que je serais pas surpris qu'aux États-Unis il soit PG-13, c'est-à-dire qu'il soit qu'il faille avoir si on a moins de 3 ans, il faut être moins de 13 ans aux États-Unis, il faut être accompagné d'un adulte pour le voir. Je serais pas surpris, mais au final c'est un film assez soft, il n'y a pas tant de gore que ça, je crois qu'il y a très très peu de sang, je crois qu'il n'y en a même pas. J'ai pas de souvenir qu'il y en ait à l'écran. Il y a vraiment un problème d'identité parce que ce sont des criminels qui savent qu'ils doivent être en prison, mais ils sont cool. Ça, ok, il n'y a pas de problème là-dessus, on peut éventuellement délirer là-dessus. Mais rien dans leur attitude concernant le plot principal du film ne montre à quel point c'est des psychopathes. Au final, ils suivent un peu... Il y a une sorte de menace qui leur plane au-dessus de la tête. Encore une fois, je veux pas spoiler, mais du coup, ils sont bien gentils, quoi. Et c'est juste pas suffisant pour les caractériser en tant que psychopathes et faire en sorte qu'on soit proche d'eux. Il y a un truc et un endroit où le film a dit dès le début, où on sent dans l'écriture du film, à un moment donné, ils se sont dit on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à faire passer des psychopathes et des tarés pour des gens, des tarés criminels, qui ont du plaisir à buter des gens pour des mecs cool. On n'y arrivera pas. Ou au moins pour des gens pour qui on peut avoir de l'empathie. Mais pour moi, c'est l'aveu d'échec de ce film, puisque de toute façon, c'était sa nature. Et en plus, si encore, on se dit, ok, c'est des gentils, mais ils sont cool, ils ont un côté un peu fucked up, mais ils sont cool, et ça donne un côté cool au film, alors il faut être un peu dans la même nature, encore une fois, que les Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire aller jusqu'au bout du côté coolitude, et ne pas se prendre au sérieux du début à la fin. Or, Suicide Squad se prend grave au sérieux dans sa partie finale. Je vais comparer les climax sans spoiler, mais dans les Gardiens de la Galaxie, dans la dernière partie, la partie climax du film est résolue par une sorte de, entre guillemets, blague. Le film est résolu par ça. Il emporte l'adhésion parce qu'il est cohérent, au moins. On peut ne pas aimer le film, mais on peut pas nier qu'il a une boucle qui forme j'ai envie de dire, c'est pas un discours parce qu'on s'en fout, mais une ligne émotionnelle dont les éléments plastiques sont cohérents et reviennent de manière logique. C'est pas le cas du tout dans Suicide Squad parce que on a des blagues dans la conclusion dans la conclusion du film, mais pas dans la conclusion de la narration ou des enjeux de l'histoire. Les blagues arrivent après. C'est vraiment le signe d'une histoire qui voulait être épique et sérieuse. Il n'y a plus de vannes à partir du moment où ils sont dans la résolution du gros problème qu'ils ont à régler. Ça blague plus. Ce qui est le cas dans des Gardiens de la Galaxie. Et c'est important, hein. Ça a l'air tout bête. Je sais qu'il y a des gens qui ont quand même critiqué ce que je suis en train de sous-entendre de la fin des Gardiens de la Galaxie. Et je peux le comprendre parce que c'est très gros comme ficelle. Moi, ça m'a beaucoup plu. La première fois que j'ai vu ça au cinéma, j'étais extrêmement surpris et j'ai rigolé, ça faisait longtemps qu'un film grand public m'avait pas fait cet effet-là, on m'avait pas surpris en me faisant rire et en m'ayant eu, tout simplement, je m'y attendais pas. Mais il y a des gens qui n'ont pas adhéré du tout, qui ont trouvé ça grossier, qui ont trouvé que ça enlevait de l'ampleur à la fin du film et tout ça, ce que je peux comprendre, mais c'est cohérent dans ce film-là. On peut dire, ok, on n'aime pas ça, nonobstant, ça fonctionne parce que c'était pas le discours, mais le processus de ce film menait à ça, menait à ce type de retournement. Tandis que dans Suicide Squad, on veut que les personnages soient cool, on veut que les personnages soient psychopathes, mais dans la dernière partie, ils ont plus rien de cool les psychopathes. C'est juste des héros qui se confrontent à quelque chose, tous ensemble. Et ça enlève encore une dimension d'implication ou de... Ouais, on peut pas s'impliquer dans des personnages qui changent tout de nature, de tout au tout comme ça, sans arrêt. C'est simple, hein, ce que je suis en train de dire, c'est que dans les Gardiens de la Galaxie, l'équipe, elle a une histoire vraisemblable émotionnellement. C'est des extraterrestres, c'est de la science-fiction, il y a tout ce qu'on veut, mais leur ligne émotionnelle, elle est cohérente et elle est sous-tendue par des retours visuels,
euh, sonore et narratif. Entre autres, il y a aussi des effets, si on va un peu plus loin, il y a aussi des effets de caméra, des effets de plan qui sont des répétitions. C'est logique dans un film qui est bien écrit. Tandis que tout ça dans Suicide Squad, c'est remplacé par des clichés visuels, des clips musicaux, une surabondance musicale, et des persos qui sont finalement unidimensionnels. Donc, on se retrouve au final avec un film très creux, et qui, et je suis obligé de le dire, est passé à côté d'un gros truc. Maintenant, j'aimerais bien faire une partie rapido sur David Ayer, parce que beaucoup de gens sont tombés sur la gueule de ce réalisateur-là, il s'en est pris plein la bouche. D'un côté, je trouve ça logique, parce que j'ai pu voir un peu ce qu'il a tweeté, les réponses qu'il a données aux fans, je trouvais que ça... Il y avait un côté un peu pédant et un petit peu prétentieux dans la réponse, donc c'était un peu limite de répondre ce qu'il a répondu. Moi, je trouve qu'il aurait largement pu se dépêtrer des questions qu'on lui posait en étant un peu sincère sur la création du film. Pas forcément en disant la production m'a fait chier, si c'est le cas, hein, parce qu'évidemment il a envie d'en faire d'autres, et ça il n'y a pas de problème, ce que je peux comprendre, il a une carrière à mener et tout ça, c'est compréhensible. Même si bien sûr j'aurais préféré qu'il ait une certaine intégrité à cet endroit-là, mais bon, on parle de très grosses sommes d'argent, donc je vais pas non plus faire mon cake par rapport à ça. Mais je veux dire, je peux le comprendre en tout cas, même si j'y adhère pas. Mais je veux dire, malgré ça, c'est un bon réalisateur. J'ai pas vu beaucoup de films de lui, donc ce que je suis en train de dire est un peu fort de café. Mais rien que parce qu'il a réalisé Fury, je pense que c'est un mec qui mérite du respect. Fury, c'est le film qu'il a fait juste avant. C'est un film de guerre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui tourne autour des membres de l'équipage d'un tank américain, avec notamment Brad Pitt, Shia LaBeouf, et d'autres, l'acteur qui jouait Percy Jackson, je sais plus du tout son nom. Bon bref, bah, ils sont tous très bons, hein, dedans, ils sont vraiment tous très bons. L'équipage est très très bon. Il y a le mec qui joue Shane aussi dans... Non, mieux, qui joue en fait maintenant le nouveau Punisher dans la série Daredevil, que je vous conseille de voir d'ailleurs, rien que pour le Punisher, parce que putain, c'est très très bon ce Punisher-là. C'est peut-être la meilleure adaptation de Punisher qu'on ait vu, tout médium audiovisuel confondu, je pense. Mais tout ça pour dire, l'équipage est très très bon, l'histoire est vraiment bien concentrée, et bien écrite, et on a le droit à un moment donné à une scène de bataille de tank, j'avais jamais vu ça. C'est juste excellent. C'est juste excellent. Voilà, je développe pas plus que ça, mais c'est un film qui est bien écrit, c'est un film qui va au bout de son propos. C'est pas un chef-d'œuvre absolu, parce qu'il révolutionne rien sur le film de guerre. Ce qu'il dit est pas extrêmement nouveau. Par contre, le fait d'avoir choisi un équipage de tank et d'aller d'un bout à l'autre, il le fait très très bien. Il y a d'autres films beaucoup plus anciens qui le faisaient bien, comme je crois un vieux film des années 90 qui s'appelait La Bête de guerre. C'était très très bien aussi, avec un équipage russe. Faudrait que je retrouve ce film à l'occasion, que je le revoie, je vous en parlerai peut-être. Parce que j'en ai un très bon souvenir. Film très très sympa. Et là, il y a déjà eu des films comme ça. Mais celui-là, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Et je trouve qu'il est vraiment très bien, Fury. C'est un très bon film. David Ayer est un mec qui a du talent, et je pense qu'il est capable de faire de très bons films. Et des films de groupe de personnes. Seulement, voilà, sur Suicide Squad, il y a eu de vrais couacs. Dans la création du film, dans l'écriture. Et je pense aussi... puisque David Ayer, d'après ce que j'ai regardé dans sa filmographie, a fait essentiellement des films, on va dire, un petit peu de gangs. Ça se passe souvent dans des villes, dans des quartiers chauds, genre South Central aux États-Unis. C'est toujours des histoires de flics qui sont tentés par la corruption et des choses comme ça. J'ai pas tout vu. Il paraît que End of Watch, c'est très bien, mais je l'ai pas encore vu avec Jake Gyllenhaal. Bon bref, c'est toujours un peu le même contexte. Et puis d'un seul coup, il a fait donc Fury, qui était un film avec un beaucoup plus gros budget, avec Brad Pitt, donc sous-entendu avec une pression plus lourde en termes de créative et ainsi de suite, parce que voilà, Brad Pitt est un acteur bankable, même s'il est il est devenu moins que certains autres et qui se fait plus rare au cinéma. Il ponctue plus ses arrivées au cinéma de manière beaucoup plus ponctuelle. Enfin, il apparaît au cinéma de manière beaucoup plus ponctuelle, j'arrive plus à parler, c'est fini là. Mais je veux dire, grosso modo, c'était déjà un film avec une certaine pression, et puis il y avait un gros budget, parce que la reconstitution de la Seconde Guerre mondiale est très très bonne. On est en France, enfin on y croit, donc c'est vraiment très réussi de bout en bout. Un excellent travail de vraisemblance qui avait été fait sur ce film. Et donc il était un peu passé comme ça j'ai envie de dire, de série B qui se passait essentiellement aux États-Unis, dans des quartiers, donc toujours un peu avec les mêmes moyens techniques, à un cinéma un tout petit peu plus ambitieux, pas ambitieux, mais un cinéma un tout petit peu plus coûteux, donc avec des pressions
de production et de financement plus lourdes. Alors là, je me souviens vraiment de sa filmographie de tête. Hein. Si je me trompe, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je connais pas assez son cinéma. Hein. Peut-être que ses premiers films, c'est de la merde et que vous allez me dire, en fait, il n'y a que Fury qui est bon là-dedans. Mais je pense pas, ça a l'air d'être, puisque j'avais lu des critiques assez élogieuses de ses films précédents, donc il faudrait juste que je les voie. Pour me conforter, je pense. Quoi qu'il en soit, il faut que je les voie avant d'en parler trop. Mais en tout cas, Fury, c'était vachement bien. Et c'était un film à gros budget. Et là, donc, il arrive sur Suicide Squad, qui est non seulement un film à gros budget, mais pas seulement. C'est aussi un film où, visiblement dans la production, il y a eu des choses qui sont montées un peu en sauce. D'abord, si je ne me trompe pas, si les infos que j'ai trouvées sont justes, il y a d'abord eu Margot Robbie et Jared Leto sur le projet. Ce qui fait qu'on sent, quand on voit le film final, qu'il devait être très important, que ce soit Harley Quinn et le Joker devaient avoir un rôle très important dans le film. Et puis, peu de temps après, Will Smith a signé sur le film. Là, je suis obligé de faire une parenthèse sur ce que j'appelle les Will Smith Movies. Qu'est-ce que c'est que les Will Smith Movies ? Les Will Smith Movies, c'est un peu... comment dire ça ? J'ai fait des recherches un peu. Pour vous donner une échelle d'idée, Will Smith est un des acteurs les plus bankable du monde. Mon Dieu, on savait pas. Donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce que j'ai découvert, moi, c'est que, en général, la force qu'ont des acteurs comme Will Smith, Tom Cruise, je les rattache parce qu'ils font vraiment partie des deux acteurs les plus bankable de l'histoire du cinéma et de notre époque. Hein. C'est eux qui sont vraiment des réalisateurs. Excusez-moi. Bon, lapsus, c'est révélateur, mais c'est des acteurs-producteurs. Voilà, dans le cas de Will Smith, il fait tourner sa famille, son fils et tout ça. Nonobstant le fait que son fils est un bon acteur, hein, mais ça en dit long sur sa capacité à prendre en main un projet, à dire je veux telle ou telle chose, quoi. Et puis dans le cas de Tom Cruise, c'est simple, Tom Cruise ne tourne plus dans les films qu'il produit pas. Je crois que la dernière fois qu'il a tourné dans un film qu'il n'a pas produit, ça devait être Tonnerre sous les tropiques. Je crois que c'est l'unique Ben Stiller que je trouve bien, que je trouve même très bien. Même si Ben Stiller, je ne peux pas. Mais je veux dire, je crois que c'est le dernier. Sinon, j'ai pas souvenir d'un caméo ou de quelque chose comme ça. Bon, c'est pas vrai. Il a un rôle hein, dans Tonnerre sous les tropiques, mais c'est pas c'est pas non plus un rôle principal. Donc, depuis ça, je crois qu'il ne fait plus que des films où il est personnage principal et producteur, ou au moins coproducteur. Je crois qu'il arrive à un stade où il produit tout seul quasiment les Missions Impossibles, si je ne me trompe pas. Bref, tout ça pour dire, vous imaginez la star du film, c'est votre acteur principal et en plus c'est votre producteur. Là, le rôle du réalisateur, il est important, mais il ne faut pas se leurrer, il a plutôt intérêt à s'entendre avec son acteur principal. Or, David Ayer, il ne s'est pas retrouvé avec un Batman joué par exemple par Will Smith. Il s'est retrouvé avec Margot Robbie, Jared Leto, qui faisait donc un groupe, et Will Smith, qui est arrivé peu de temps après sur le projet. Le problème, c'est que quand on a Will Smith sur un projet, comme je l'ai dit, c'est un acteur qui est bankable, c'est un acteur qui, à la signature du contrat avec la production, peut imposer des choses. C'est un mec intelligent, je suis pas en train de dire qu'il dit je veux voler, je veux faire ceci, ça dans le film, je veux que Deathstroke soit black, avec des cheveux blonds, je dis n'importe quoi, mais c'est pas aussi bête et méchant que ça. Mais forcément, un type qui peut se permettre de négocier son contrat, et c'est là où je veux en venir, sur lui ou Tom Cruise, ils font la même chose, il touche en général un salaire, on va dire, pas modeste, mais on va dire un salaire moyen sur les films. Ils sont sur une moyenne de 10 millions de dollars pour signer par film, hein, donc vous avez compris, c'est des gens extrêmement riches, évidemment, mais encore plus peut-être que vous ne le pensiez. Donc 10 millions de dollars, c'est grosso modo leur cachet, parfois 15, parfois 20 millions, mais par contre, sur les grosses productions comme Suicide Squad ou autres, ils s'arrangent, ils négocient, et comme ils amènent des gens au cinéma, des gens vont voir leurs films et voir leur tronche au cinéma, ils ont un sacré pouvoir de négociation, ils négocient un pourcentage sur les billets achetés. Et là, par contre, ils font un maximum de fric. Imaginez-vous, dans le cas de Suicide Squad, je ne sais pas combien d'entrées ils ont fait en France, mais imaginons qu'ils aient fait 1,5 million d'entrées en France, et imaginez 10% de chaque billet, sachant qu'en France, c'est 10 € le billet, quoi. Je vous laisse faire le calcul, mais bon, vous voyez les sommes que ces différents acteurs peuvent se faire. Donc, c'est simplement pour vous donner une échelle de perception du poids
de l'importance d'un mec comme Will Smith quand il débarque sur un plateau de tournage. C'est-à-dire que David Ayer ne peut pas le considérer comme un personnage secondaire dans son film. C'est juste pas possible. Si la boîte de production signe Will Smith, c'est pour que Will Smith soit à l'écran. Si DC Comics fait en sorte que négocie pour que Will Smith joue un personnage dans un film, il va pas être un personnage secondaire, c'est pas possible.